Qu'après Aureus, voici Horus. Et vous allez voir, ça n'a pas grand-chose à voir. Laurent Escara est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous êtes le CEO et fondateur donc d'Horus. Là, avec vous, on va s'intéresser à tout ce qui touche à l'espace et surtout à la captation d'images d'une qualité exceptionnelle de l'espace de la Terre. C'est ça un peu votre signature. Est-ce que vous pouvez nous présenter Horus, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors effectivement, Horus développe une capacité souveraine spatiale d'imagerie hyperspectrale qui permettra de fournir les informations de la composition précise de la chimie observée sur la Terre. C'est donc une capacité qui est de nouvelle génération et complémentaire à ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'imagerie spatiale, c'est-à-dire le visible, qui voit les couleurs, qui voit les formes. On connaît le radar aussi, qui va détecter la structure de ce que l'on regarde. D'accord. Et l'imagerie hyperspectrale va permettre de voir la composition, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compléter le triptyque. On observe avec précision, on identifie avec une très grande précision également ce que l'on observe, ce qui permettra de décider en toute confiance. C'est intéressant, le mot hyperspectral. Concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter, le fait d'avoir des données je dirais, d'une zone avec cette technologie? Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait? Alors, pour répondre à votre question, je vous en pose une autre. D'abord, c'est qu'est-ce que l'on peut faire du moment que l'on connaît précisément ce que l'on voit? C'est-à-dire pas en apparence, mais on a la vérité. Et donc, aujourd'hui, par rapport à tous les enjeux du 21e siècle, qu'ils soient sociétaux, environnementaux, sécurité, donc là, je parle évidemment de souveraineté, sécurité, défense, transition énergétique, développement durable, agriculture, urbanisme, etc. L'hyperspectral permet de répondre à toutes ces questions parce qu'on va réaliser la spectroscopie dans chacun des pixels. Donc, je peux vous donner quelques exemples très concrets. L'agriculture de précision. On va savoir où est le champ. On va pouvoir identifier quelle est l'espèce qui pousse. On va pouvoir déterminer le type de sol. On va pouvoir déterminer le stress hydrique de la plante. Du coup, on va savoir quand arroser, quand semer de l'engrais et détecter les maladies extrêmement tôt avant qu'elles arrivent. Mais ça, une photographie traditionnelle de haute précision qui passe à l'IA ne peut pas avoir ces données-là? Il faut passer par le hyperspectral, c'est ça? Oui, parce que l'hyperspectral, en fait, alors si je fais un rapide historique sur l'imagerie, au début, il y a eu le noir et blanc. Oui. Après, il y a eu la couleur. Ce sont toutes les images que l'on connaît très bien, très résolues, etc., très jolies. Après, il y a eu ce qu'on appelle le multispectral. C'est typiquement le RGB. On va découper le spectre observé dans de très, très, très grandes bandes. Rouge, vert, bleu. Voilà, par exemple. Mais du coup, on va pouvoir observer les détails spectraux très, très gros. L'hyperspectral, comme son nom l'indique, le spectre d'observation, on va au moins le découper dans une centaine de toutes petites bandes. C'est-à-dire qu'on va avoir une courbe spectroscopique très bien résolue qui va nous permettre d'identifier avec précision et très finement toutes les signatures de la matière. Alors vous êtes basé ici à Sophia Antipolis, le siège, mais aussi à Toulouse et à Paris. Toulouse forcément puisque c'est quand même le temple historique, le point indispensable de l'espace. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que d'après ce que j'ai compris, le calendrier est quand même assez proche là. Oui. 2027, c'est ça? Il faudra se revoir. Ben évidemment, avec plaisir. Alors donc, là vous avez bouclé votre financement. Vous en êtes où en fait? Alors concrètement, le projet se fait en plusieurs phases. Donc d'abord, on lance un premier satellite pour démontrer que toute la technologie telle que nous la voyons, qu'on va qualifier de New Space, c'est-à-dire plus simple, plus rapide et plus industrialisée pour avoir des constellations, eh ben effectivement, on a les résultats attendus. Donc, ce budget est bouclé grâce à des supports nationaux qui ont été déterminants. Donc, je vais citer le CNES pour le cas de subvention, le ministère des Armées au travers de la DGA et de l'Agence Innovation Défense qui ont été l'accélérateur de cette technologie, plus une levée de fonds qui a eu lieu l'année dernière, une première levée de fonds, une cible de 5 millions d'euros, ce qui nous a permis de boucler ce financement-là du premier satellite pour démontrer que ça marche. Va suivre une deuxième phase. Mais justement, ce premier satellite, il est où là? Alors là, en ce moment, les équipes sont en train d'intégrer l'appareil photo
Donc l'imageur hyperspectral. Le plus important. C'est un des deux cœurs du sujet. Hein. Okay. Il faut d'abord avoir un système résilient, mature et industrialisé qui a des très grandes perfos. Ça, c'est un de nos savoir-faire. Donc c'est en cours, hein, voilà, c'est jusqu'à la fin d'année. On va livrer le modèle de vol fin d'année au satellitier qui va l'intégrer sur la plateforme. C'est Ariane qui va le lancer? Alors, le choix s'est fait plus tôt. Donc c'est SpaceX? Non, c'est qui? Alors oui, pour ce coup-ci, c'est SpaceX, et bien sûr, parce que le choix du lancement se fait extrêmement tôt. Oui, bien sûr, parce dans la conception. Et puis il y a une telle demande aujourd'hui qu'il faut réserver ces créneaux le plus tôt possible, en fait. Oui, et c'est aussi, alors effectivement, c'est un timing, c'est une agilité, c'est disponible à un moment donné où la décision doit se faire. Et la décision, c'est aussi de la techno. Oui. C'est-à-dire qu'un satellite est dimensionné par rapport à un lanceur. Donc, le choix se fait extrêmement tôt et c'est très, très, très compliqué de revenir en arrière après. Par contre, nous, on regarde tout ce qui s'offre aujourd'hui et on est prêt, évidemment, à remettre en cause pour que ce soit le plus simple et le plus pratique pour nous, et avec effectivement des enjeux de souveraineté que l'on connaît tous aujourd'hui. D'accord, donc le premier satellite partirait l'année prochaine, si tout va bien? Oui, tout à fait, premières images l'année prochaine. Ok. Va suivre une constellation. Alors, ces premières images, vous pourrez déjà en tirer un bénéfice commercial? Bien sûr. Ou c'est qu'un proof of concept qui va mettre en place le futur, en fait? Alors, c'est un premier de série. C'est-à-dire qu'on va directement générer du chiffre d'affaires avec. Ok. Alors, il y a deux grands mondes. Il y a l'émission institutionnelle où effectivement, où il y a de la rupture technologique, beaucoup de risques techno qui nécessitent vraiment des preuves de concept. Nous, on est sur des technologies beaucoup plus matures avec l'innovation où il faut, déjà mature, industrialisée, robuste, pour pouvoir directement industrialiser les données. D'accord. Donc, c'est un premier de série. Après, donc ça fonctionne, tout va bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est dans une logique incrémentale. Le premier satellite marche, on le généralise dans une petite constellation de 3 suivants. Plus, on va injecter une deuxième génération encore plus performante qui nous permettra de récupérer encore plus de signatures spectrales de la matière. Et donc, la phase encore après, ça se qualifie, on généralise dans une autre constellation avec une nouvelle génération, etc., etc. Idéalement, il faudrait que cette constellation contienne combien de satellites? Alors aujourd'hui, ça va dépendre des besoins. Là, avec 5 satellites, nous allons pouvoir avoir une couverture pratiquement journalière sur la totalité du globe. Ce qui, dans un premier temps, est largement suffisant par rapport à ce que l'on souhaite démontrer et les cas d'usage que l'on cherche à voir. Après, notre technologie étant, pour l'instant, sans limite, parce que c'est une technologie en découverte, les besoins de revisite dépendront du cas d'usage. Il y en a qui n'en auront pas besoin, d'autres avec des séries temporelles extrêmement rapides. Nous, on se dit déjà qu'avec une revisite journalière, l'évolution, on commence à voir quelque chose de très, très utile. Ce sont des satellites qui sont à basse orbite? Oui, Léo. D'accord. Oui. On est dans un moment un peu particulier où on parle beaucoup de défense. Oui. Est-ce que pour la défense, et vu l'un de vos investisseurs, je pense avoir la réponse, ça a un sens justement pour le renseignement, par exemple? Alors oui, alors je vais revenir à la question. Que peut-on faire en connaissant la vérité terrain? Avec le visible, on croit voir quelque chose. Avec l'hyperspectral, on arrive à savoir exactement ce que c'est. Je vais vous faire une analogie civile. Si on voit une tache sur l'eau dans le visible, avec l'hyperspectral, on va savoir dire c'est du plastique, c'est de l'hydrocarbure, c'est de l'huile. Donc de la même manière, on peut détecter toutes les anomalies, on croit voir quelque chose, mais c'est pas la réalité. Voilà, après je vous laisse. Je vous laisse à votre propre imagination. Mais ça prouve en tout cas le degré de précision auquel on a accès avec votre technologie en tout cas. Alors c'est une technologie qu'on appelle double usage. Ouais. C'est-à-dire c'est une technologie civile d'intérêt défense, effectivement. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Laurent Escara, donc CEO et fondateur d'Aurus. Merci. Merci.